Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce webinaire qui parlera du référentiel de maturité cyber de la DGA. Je suis Stéphanie Chaune, directrice écosystème du pôle SCS. Et nous avons préparé en collaboration et en partenariat avec d'autres pôles de compétitivité, donc le pôle Optitech, le pôle SAFE et le pôle mer Méditerranée, cette intervention pour les 4 pôles donc, que nous sommes avec entreprises duales ou de défense. Un petit rappel des règles. Donc, les micros des participants sont tous fermés. Vous pouvez utiliser le module questions pour vos questions à poser donc, à notre intervenant. N'hésitez pas, on va les lire et les crawler régulièrement pour n'en rater aucune, on espère. Et bien sûr, le replay de cette session sera disponible dans quelques jours. Nous le mettrons en ligne et nous le fournirons également aux pôles partenaires pour qu'ils puissent le mettre à disposition de leurs membres. Donc, ce référentiel cyber, il est là. Donc, c'est vraiment à destination des entreprises duales et de défense. Et il indiquera, enfin, M. Kerveillant indiquera cela, mais il est absolument nécessaire d'être à niveau par rapport aux exigences qui sont fixées aujourd'hui par la DGA en ce qui concerne leurs partenaires industriels, que ce soit des grands industriels ou des petits industriels ou même des startups. Donc, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Kerveillant, donc sous-directeur protection et résilience des entreprises, qui sera l'intervenant principal pendant cette session. Et je vous invite donc à poser vos questions au moment où vous le souhaitez. Hein. Vous avez le module questions, n'hésitez pas à le faire et on ouvrira et on regardera régulièrement ces questions. Monsieur Kerveillant, je vous passe la parole. Je vous désigne en présentateur. Bonjour à tous et merci pour cette présentation. Écoutez, je suis heureux d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter ce référentiel. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir en posant des questions par écrit ou autre pendant la présentation pour qu'elle soit plus interactive. En tout cas, je pense qu'il y aura aussi un temps dédié à la fin pour répondre à toutes vos questions ou attentes. Donc, je vais vous présenter ce référentiel. Alors, une précision, alors ne vous étonnez pas si j'ai l'air de regarder vers le haut, c'est que j'ai une caméra en contre-plongée. Ce n'est pas que je regarde ailleurs, je suis voilà, concentré sur la présentation, même si je ne vous vois pas. Donc, le référentiel de maturité cyber de la BITD, vous avez dû en entendre parler, c'est une démarche en fait qui est l'aboutissement d'un travail de voilà, plusieurs années au sein de la convention cyber. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais d'abord, il est important de refaire un petit point sur le constat. Qu'est-ce qui a amené en fait à ce travail conjoint État-industrie? C'est d'abord un constat sur la menace, bien sûr, puis sur le niveau de cybersécurité de la BITD. La menace cyber, vous le savez sans doute, mais c'est toujours important de revenir avec aussi quelques exemples concrets. Le niveau de menace aujourd'hui est très élevé. Je dirais très élevé depuis quelques années, en augmentation régulière, en particulier depuis la guerre voilà, en Ukraine, où il y a eu un pic d'attaque, naturellement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si toute l'industrie est ciblée, la BITD est ciblée en particulier du fait des contrats défense, et que ce n'est pas parce qu'on a une PME on va dire une PME qui on pourrait se dire voilà, moi je m'occupe que d'une petite partie d'un contrat, qu'on n'est pas ciblé. Parce qu'en fait, nos adversaires connaissent bien la BTD, ils font des cartographies de la BTD et savent cibler le ou les sous-traitants critiques à certains programmes d'armement, dans l'optique aussi de remonter jusqu'au MOI. Et c'est bien pour ça qu'il faut s'assurer de la sécurisation de l'ensemble de la chaîne de la BITD, parce que si des maillons sont vulnérables, en fait, c'est toute la chaîne qui est vulnérable. Vous le savez aussi, pour une PME, une attaque qui succède, c'est, on dit souvent une chance sur deux de ne pas s'en relever. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui qui sont des rançongiciels, dont les rançons peuvent s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros, plus un arrêt en fait de la production, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, plus, enfin d'amende, de rançon plutôt, plus un arrêt de quelques semaines. Pour une PME qui aurait pu avoir par ailleurs des difficultés conjoncturelles de financement, ça peut être un coup d'arrêt définitif. Donc ça n'arrive pas qu'ailleurs. Nous, on a quand même plusieurs cas
par mois. Les attaques, c'est bien sûr plusieurs centaines par an, mais les attaques couronnées de succès, avec d'ailleurs intrusion aussi au sein des systèmes, on en a de l'ordre de plusieurs dizaines dans l'année, et c'est déjà en fait considérable si ça se traduit à la fin par de l'arrêt de la production. Nous avons également, donc en termes de pourcentage d'attaques, aujourd'hui il y a en majorité les rançongiciels, mais aussi les attaques au président. Vous avez dû en entendre parler. C'est quand des personnes qui se font passer par mail ou par téléphone pour le président et pour, par exemple, proposer un changement de RIB ou autre. Ça peut paraître grossier au premier abord, mais on a des cas extrêmement sophistiqués. Il y en a un que j'aime bien citer, alors ça ne concerne pas la BITD, mais c'est une compagnie d'assurance où le hacker en fait s'est mis dans les systèmes en hackant le compte pro d'un employé, en passant d'abord par son compte perso, et il est resté tapi dans le système pendant quelques mois, et il est intervenu en fait dans une conversation au moment opportun, au moment où il s'agissait en fait de faire le versement d'une prime pour un sinistre, donc vers un particulier. Euh, et au dernier moment, il s'est fait passer pour un collègue en demandant un changement d'un RIB, et ça a très bien marché. Donc ça a été 900 000 euros qui ont été détournés comme ça. Donc c'est considérable, hein, 900 000 euros. Et tout ça pour quelqu'un qui avait juste fracturé, si je puis dire, la porte d'entrée numérique. Et donc ce sont des choses qui peuvent vraiment arriver. Et ça demande bien sûr un peu de travail de la part des hackers, mais c'est tout à fait accessible, a fortiori quand il n'y a pas de sécurisation. On se rend compte qu'en fait, lorsqu'on constate une attaque, généralement, le hacker est présent dans l'entreprise depuis à peu près 18 mois en fait en moyenne. Parce qu'il y a des attaques comme ça au long cours où les données sont pillées pendant de longs mois avant qu'on se rende compte. Et c'est parfois même pas l'entreprise qui s'en rend compte, mais des services spécialisés. Donc voilà, tout ça est très concret et ne peut faire que s'accentuer dans le contexte géopolitique actuel. Si on passe au constat sur le niveau de la cybersécurité, le problème, c'est que en moyenne, il est très faible. Alors j'ai mis orange pour être, on va dire, sympathique, mais nous, on a des sondes régulières via les diacs cybersécurité qu'on fait et d'autres moyens aussi, et qui nous indiquent que le niveau est vraiment faible au niveau des sous-traitants de la BITD, ce qui peut paraître logique parce qu'il y a 1000 choses à faire. Mais néanmoins, vous voyez que ça n'est pas acceptable parce que du coup, si on a une porte ouverte, on est la cible d'attaques opportunistes. L'enjeu, c'est vraiment d'éviter au maximum ces attaques opportunistes. Donc, dans une logique de maîtrise des risques, on sait qu'on ne pourra pas en fait lutter contre les attaques les plus sophistiquées si quelqu'un veut vraiment cibler une entreprise et qu'il y met beaucoup d'argent. Malheureusement, je dirais c'est très compliqué de s'en prémunir, mais on peut à minima, d'une part, avoir évité les attaques les plus bêtes, donc rançongiciel, attaque au président, etc., et d'autres attaques, avec un minimum de sécurisation, et d'autre part, avoir aussi mis en œuvre des plans de continuité d'activité qui permettent, le cas échéant, de bien réagir lorsqu'il y a une attaque. Au niveau de la remédiation, alors c'est un peu en deux temps, vous allez voir dans mon propos, parce que dans un premier temps, j'ai mis vert, là aussi c'est un peu en trompe-l'œil, vert parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Bon, on va parler de ce référentiel, mais il y a bien sûr d'autres référentiels, il y a différents organismes étatiques, régionaux qui sont là, et puis les pôles pour vous accompagner déjà, il y a des subventions. Donc on va dire qu'il y a un foisonnement d'initiatives, c'est plutôt positif, même si on verra que c'est peut-être pas suffisant. Donc pour revenir maintenant sur les enjeux, pourquoi sécuriser d'un point de vue cyber la BITD? Bah, il y a ce que j'ai dit, c'est assez évident, bien sûr, c'est éviter des attaques, mais il faut aussi éviter d'être exclu des marchés internationaux. Donc États-Unis, Grande-Bretagne notamment. Vous savez vous connaissez peut-être ces programmes. Pour les États-Unis, il y a ce qu'on appelle le CMMC, qui tout simplement en fait implique pour un sous-traitant d'un contrat défense US de devoir rendre un certain nombre de comptes et notamment d'atteindre un certain niveau de maturité cyber. Il y a 3 niveaux. Tout ça est aussi en cours de déploiement aux États-Unis. Ils ont voulu commencer il y a quelques années et ils ont dû en fait prendre un peu plus de temps parce qu'au début, ils ont exigé un niveau qui était probablement inaccessible et donc tous les sous-traitants défense ont dit bah, de toute façon, nous, on ne sait pas faire.
Donc voilà, ça prend un peu plus de temps, mais c'est en cours de déploiement et ça va devenir une norme très prochainement. Et ce qui fait que si vous avez un contrat avec les États-Unis, vous n'aurez pas le choix. Pareil avec la Grande-Bretagne, où il y a le programme qu'on appelle Cyber Essentials, avec deux niveaux, un niveau où on s'auto-évalue sur une plateforme en ligne et un niveau aussi où il y a un audit de conformité. C'est la même logique, c'est vous faites partie d'un contrat défense avec le Royaume-Uni, vous devez démontrer un certain niveau de maturité. Nous, on souhaite également éviter les risques d'ingérence économique, bien sûr, puisque avec ces programmes étrangers, eh bien, il peut y avoir une intrusion américaine ou alors britannique pour vérifier votre niveau de maturité. Nous, on préfère, on va dire, traiter ça en franco-français. Et c'est pour ça que on est en train de négocier des équivalences avec nos homologues pour leur dire, on va vous démontrer qu'on a un niveau, un process, un niveau de sécurité qui est correct. Et donc, si une entreprise est labellisée avec notre système, vous n'avez pas besoin d'auditer. Ça vous fait gagner du temps et nous, on évite de l'ingérence. Donc, je pense qu'on va avoir des accords comme ça bilatéraux. Avec les États-Unis, c'est en cours et le Royaume-Uni, on va le lancer aussi. On peut raisonnablement espérer que ça va prospérer dans les prochains mois. Puis par ailleurs, on veut aussi éviter la multiplication des normes qui pèsent sur les entreprises de défense. Alors c'est un paradoxe parce que là, on est en train de vous présenter une nouvelle norme. Mais oui, mais le but, c'est d'éviter que chacun des grands maîtres d'œuvre de la BITD impose sa propre norme. Alors il y en a une dans l'aéro pour laquelle il y a déjà une. Alors je vois qu'il y a un message. Excusez-moi, je regarde si. Ah oui, c'était une précision que BITD, c'est base industrielle et technologique de défense, bien sûr. Il y a donc déjà un référentiel pour le secteur aéro qui s'appelle le référentiel Air Cyber, mais pour lequel justement nous avons déjà négocié en fait une équivalence, le niveau bronze, impliquant la reconnaissance du niveau fondamental que je vais vous présenter. Donc l'enjeu, c'était bien de dire un référentiel pour l'ensemble de la BITD. Les maîtres d'œuvre se sont mis d'accord avec nous et ça évite de rajouter une couche supplémentaire. Voilà. On veut aussi préciser qu'il s'agit d'une démarche progressive de certification de la maturité cyber, qu'on appelle CMC-BITD, le référentiel, donc on peut dire aussi RMC, tout ça c'est des sigles, mais on parle bien de la maturité cyber. Progressive parce que là aussi on veut éviter le retour de bâton des États-Unis, c'est-à-dire de dire vous devez atteindre d'emblée ce niveau-là et puis que personne soit au niveau. Non, on sait que c'est compliqué pour tout le monde, donc on le fait de manière progressive, d'abord par de l'incitation, on a déjà fait beaucoup de communication, déjà dans le passé, de l'accompagnement, des clauses contractuelles et après il y aura du réglementaire. Voilà, et c'est pour ça que ce point-là est important parce qu'en fait, il faut voir ce référentiel de maturité cyber de la BITD comme une anticipation des exigences réglementaires issues de la directive européenne NIS 2. Voilà encore un acronyme bien bureaucratique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a eu une première directive européenne qui s'intitulait NIS 1 il y a quelques années, mais qui ne concernait que les opérateurs essentiels. Donc la plupart d'entre vous n'étaient pas concernés. L'Union européenne a pris conscience aussi qu'il y avait beaucoup de trous dans la raquette et elle a décidé, en concertation avec les États membres, de couvrir un plus grand périmètre avec en fait deux niveaux. Un niveau pour les entreprises dites importantes et un deuxième niveau pour les entreprises dites essentielles. La plupart des entreprises de la BITD seront dans l'un ou l'autre cas, importantes ou essentielles. Et seules seront exclues les plus petites entreprises. Et donc, ce RMC fondamental que je vais vous décrire, lui, constitue en fait une sorte de première marche en fait par rapport à ces deux futurs niveaux. Ces deux niveaux seront au-dessus, mais s'appuieront sur ce premier niveau. Nous, on est en échange permanent avec donc l'ANSSI, qui est responsable de la transposition de la directive européenne NIS 2, et on s'est assuré que notre niveau fondamental était vraiment, je dirais, universel, était une première brique essentielle. Donc, plus vous vous y mettrez tôt, plus vous pourrez gagner de temps sur des exigences qui seront à terme réglementaires. NIS 2, c'est du réglementaire, ça veut dire que c'est obligatoire, et sous peine d'ailleurs de sanctions qui seront assez élevées. Maintenant, je reprécise un petit peu le cadre de travail. Ce référentiel a été élaboré dans le cadre de ce qu'on a appelé la Convention cyber Minarme Industrie. Je crois qu'il va y avoir un nouveau nom parce que les gens aiment bien changer de nom, j'en suis désolé. Ça va s'appeler le CCIA. Donc le but, c'était bien de renforcer le lien État-industrie, faire monter le niveau de maturité cyber des industriels, MOI et chaînes de sous-traitance. Ce
sur les produits livrés, mais bien sûr, là, en ce qui vous concerne, avant tout sur les SI qui servent à les concevoir, les réaliser, les tester et les maintenir. Donc, ça a été un travail collaboratif et incrémental. Donc, État industrie, État MOI, mais aussi avec des tests réalisés auprès d'un certain nombre de sous-traitants pour s'assurer de l'applicabilité de ce référentiel. Concrètement, ce référentiel, c'est d'abord un niveau fondamental, celui qui est publié dès aujourd'hui et donc d'application. Et puis ensuite, 2 ou 3 niveaux qui vont jusqu'à un niveau élevé. Et ces niveaux seront parfaitement alignés avec les autres niveaux, vous allez le voir, des autres référentiels. Voilà. Donc, le niveau fondamental sera a priori équivalent au CMMC niveau 1, donc le référentiel américain, et sera la première brique sur laquelle s'appuiera le niveau, on va dire, européen. Donc, EI, c'est pour entreprise importante, à gauche là, et EE, c'est pour entreprise essentielle. Donc, tu vois, il y aura cet alignement. Donc, c'est vraiment ce niveau fondamental qui est, encore une fois, une première brique qui permet d'anticiper. Donc, ce niveau fondamental est déjà publié, donc déjà d'application. Et voilà, encore une fois, on vise bien l'alignement des différents référentiels et non pas de rajouter une feuille de plus. Pour être encore plus concret, ce référentiel, c'est 21 règles établies donc avec des experts cyber et des services achats des 8 maîtres de l'industriel. Elles sont conçues pour être concises et compréhensibles. Ça, c'est très important parce que chaque règle est constituée d'une exigence très simple accompagnée d'un commentaire explicatif. Concrètement, je crois que je vous ai mis, alors voilà, je reviendrai juste après, mais le référentiel, il est accessible sur le portail de l'armement. Donc là, je vous laisse l'adresse. Comme ça, vous avez le temps de la recopier. Sur ce portail, on a prévu un kit de communication, donc un document introductif, et le référentiel en lui-même, qui est tout simplement vraiment la liste des 21 exigences et qui sont explicitées. Pour chaque exigence, on a prévu en fait 4 niveaux d'atteinte. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et en fait, ce référentiel va être progressivement exigé dans les clauses contractuelles et chaque maître d'œuvre industriel, donc selon les chaînes de sous-traitance, en fait, va assurer sa propre maîtrise du risque en exigeant un certain degré d'atteinte. À terme, bien sûr, il faudra avoir atteint complètement le niveau fondamental puisque c'est la première brique des autres niveaux, mais ça peut se faire de manière progressive. Généralement, au début, il vous sera demandé de vous auto-évaluer par rapport à ce référentiel et de prévoir un plan de remédiation parce que il est très probable en fait que vous n'ayez pas atteint tous les niveaux. Voilà. Ces règles sont conçues pour être atteignables par le plus grand nombre, sans investissement lourd en matériel, logiciel ou RH. Ça, c'est aussi important. On pense qu'au début, il faut vraiment viser des règles d'hygiène. En fait, on fait le parallèle souvent avec la gestion du Covid pendant la pandémie. On sait très bien que le lavage des mains, le masque, etc., ça fait voilà, peut-être 80%. Si vraiment vous avez des règles simples, par exemple des règles de mot de passe, des règles de séparation des comptes administrateurs et des comptes usagers, un pare-feu, du contrôle d'accès pour les gens qui vont dans les salles des serveurs, etc. Enfin, un ensemble de règles assez basiques et peu coûteuses. Déjà, on limite beaucoup d'attaques. Également, la sensibilisation. Très important d'être sensibilisé. Et pour bien sensibiliser les employés, surtout quand il y a peu de culture de sécurité, il faut avant tout que vous soyez sensibilisés. Alors, si vous êtes RSSI ou responsable des systèmes d'information, vous l'êtes déjà, mais si vous êtes patron d'entreprise, vous ne l'êtes pas forcément. Vous pouvez penser que c'est toujours pour les autres. Il y a un patron qui aime bien témoigner lors de nos interventions, qui explique que lui, ce qu'il a mené, enfin, il y a eu une prise de conscience progressive. Tous les ans, il faisait une revue des risques, comme ça doit être fait. Donc, il le faisait de manière, on va dire, très light. C'était pas un process lourd, mais avec son COMEX, revue des 10 risques principaux. Et en quelques années, en fait, le risque cyber est passé en numéro 1 avec leur propre auto-évaluation. Ça, c'était en 2021. Et puis 2 mois après, il a subi une cyberattaque importante, ce qui a renforcé en fait du coup son objectif d'augmenter son niveau de maturité cyber. Donc autant éviter de subir une attaque avant de s'y mettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment être dans une logique de retour sur investissement. Les investissements qu'il y a à faire en temps et en argent sont finalement
assez modéré par rapport aux risques évités. Puisqu'encore une fois, les investissements au début se chiffrent pas du tout en centaines de milliers d'euros. On est vraiment au début quelques milliers d'euros. Après, si on veut grimper un peu plus, quelques dizaines de milliers d'euros. Mais une attaque évitée, c'est vous l'évitez une fois et c'est complètement rentabilisé. Naturellement, c'est jamais évident de savoir ce qu'on a évité, mais il faut vraiment être dans cette logique de retour sur investissement et de faire les choses de manière progressive, en commençant par le plus simple, des règles d'administration, de gouvernance et la sensibilisation, notamment avec des tests. Les campagnes de phishing test, c'est assez utile en fait pour convaincre les participants, les employés, leur montrer que la plupart d'entre eux généralement vont cliquer sur un lien douteux et progressivement leur expliquer que vraiment il ne faut cliquer que sur des liens qui sont sûrs. Voilà, et ces règles s'inspirent bien sûr du règle d'hygiène de l'ANSSI et des autres programmes que j'ai déjà mentionnés. Donc l'adresse, je pense maintenant que vous avez eu le temps de la noter. Je l'ai partagé l'adresse. Est-ce que dans la partie chat si besoin, mais on vous Oui, la j'ai vu redonne. ça. Oui, tous les slides pourront être bien sûr Mise partagés. à disposition. Oui, Ouais. tout à fait. Il y a Après, peut-être une question. Monsieur Carvélian, Oui, voilà, allez-y, tout hein, à fait. Il y n'hésitez pas a à une m'interrompre. question. J'ai beaucoup parlé. Tout à fait. Il y a une question d'un de nos participants. Donc, est-ce comme donc le CMMC, les auditeurs doivent être certifiés eux aussi? Alors, est-ce qu'il faut être certifié pour le CMMC ou pour le référentiel cyber de la BITD? Donc, la question c'est, est-ce comme le CMMC, les auditeurs doivent être certifiés? Donc, Les auditeurs ou les... Alors, je vais préciser les oui, choses. Oui. Bon, aujourd'hui, donc ce référentiel, donc au début, c'était du conseil. Progressivement, en 2024, ça va passer dans les clauses contractuelles. Donc, il va être exigible au titre des clauses contractuelles. On n'est pas encore dans une démarche de certification de conformité, mais ça va venir. Ça va venir puisque avec le niveau réglementaire NIS 1, enfin NIS 2, pardon, entreprise importante ou entreprise essentielle, il faudra là, pour le coup, puisque ce sera obligatoire et qu'il y aura des sanctions, il faudra bien démontrer l'atteinte d'un niveau. Donc, à terme, de toute façon, ça sera de la conformité. Mais nous, on est dans une logique très progressive. Donc, on dit d'abord de l'incitatif, du contractuel, ou même dans le contractuel, au début, il faut montrer qu'on est dans l'auto-évaluation et ensuite, on doit démontrer qu'on a un plan de remédiation. Donc, je dirais, dans les 18 prochains mois, excusez-moi, on est plutôt dans cette logique-là. Mais de toute façon, la transposition de NIS 2, c'est octobre 24 au plus tard. Après, il y aura un délai, bien sûr, d'application, mais on peut imaginer que ce délai, ça sera peut-être de l'ordre de 18 mois aussi. Donc, je dirais à fin 25, de toute façon, c'est des choses qui seront obligatoires et pour lesquelles, en effet, il faudra être certifié. Donc, l'ANSSI, en fait, mettra en place aussi voilà, une plateforme et il y aura des auditeurs qui seront désignés, etc., pour faire les contrôles. Mais autant anticiper avec aussi les outils qu'on va vous présenter pour atteindre voilà, ce niveau. Mais on est dans une logique, encore une fois, dans un premier temps, d'accompagnement et progressive. Et donc, oui, ça va être important, la conformité. Mais d'abord, le plus important, en fait, c'est de comprendre la démarche, de s'y mettre, de comprendre cette logique de retour sur investissement et de rentrer dans une logique de maîtrise des risques. Et de faire cette évaluation annuelle, c'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on sera le mieux couvert. Voilà. parfait. Ben, merci beaucoup pour votre réponse. Voilà, si pour cette personne, s'il a d'autres questions, qu'il n'hésite pas à passer le module questions. Oui, puis de toute façon, bien sûr, à la fin, n'hésitez pas aussi à revenir sur tel ou tel aspect. Un petit point quand même sur l'un des outils à votre disposition, ce qu'on appelle le diagnostic cyberdéfense, opéré avec notre partenaire, par notre partenaire BPI France, qui lui délivre la subvention. Donc c'est un diagnostic subventionné par l'État, fortement subventionné. Vous avez l'info contact là aussi en bas de la slide, dga.pme.fct@intradev.gouv.fr. Donc il y a mon équipe là qui peut en fait voilà, vous sélectionner pour ensuite vous mettre en relation avec BPI France. Concrètement, aujourd'hui, c'est 2 phases. Une phase d'analyse des risques cyber avec la définition d'un plan de remédiation, puis une phase 2 d'accompagnement à la mise en œuvre du plan de remédiation. Alors, je vous annonce d'emblée que va y avoir des changements dans ce dispositif qui va peut-être s'appeler diagnostic cybersécurité. Ça ne change pas grand-chose.
La subvention va peut-être être légèrement réévaluée, le pourcentage de prise en charge, peut-être 50%, mais ça ne change pas l'économie du dispositif et son intérêt pour vous, parce que c'est vraiment une première marche, et puis encore une fois avec une aide de l'État qui permet de le faire de manière un peu plus facile. Il va probablement évoluer parce qu'on va rejoindre le dispositif étatique global en fait, de la DGE en fait qui s'y met aussi progressivement, qui va s'appeler le plan Cyber PME pardon. Et on rejoint d'autres équipes de la BPI pour permettre en fait de faire plus de volume. Donc voilà, pour vous, je dirais c'est relativement neutre avec peut-être quelques changements à la marge. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a une adresse fonctionnelle. Si vous faites partie de la BTD, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise avec des contrats défense directs ou indirects, entreprise duale, vous êtes éligible. Alors après, il peut y avoir un ordre de priorité si jamais on croule sous les demandes, naturellement. Mais il ne faut pas hésiter à anticiper le plus possible parce qu'il va y avoir forcément de plus en plus de demandes avec tout ce que j'ai dit, en fait, les exigences internationales, avec l'exigence européenne qui va arriver bientôt. Et donc, si vous attendez 18 mois pour le faire, ben, je dirais c'est vraiment trop tard. Et donc, autant le faire dès maintenant. Donc voilà, donc cette adresse, n'hésitez pas à bien la noter encore une fois. Monsieur Carméan, je me Oui, permets juste de vous arrêter. Je allez-y, hein, crois qu'on a un levé. Je vais donner la parole. allez-y. Alors, on peut faire le module question, mais si vous voulez effectivement poser la question, on vous donne la possibilité de le faire. Donc, je viens d'activer votre micro. Donc, il s'agit de Dominique Verdejo, si je vois bien la main levée. Est-ce que c'est bien le cas? Je vous écoute. Hein. Vous pouvez parler normalement. Oui, donc je suis auditeur 27001. Je connais un petit peu le référentiel NIS 1 et je souhaitais savoir enfin, quelles étaient les modalités de mission pour un auditeur type auditeur 27001 dans le cadre que vous décrivez. Est-ce que les entreprises peuvent faire appel aux auditeurs par exemple, pour des audits internes concernant leur conformité? Bah, oui, pourquoi ne pourrait pas-t-elle faire appel à l'auditeur? Je ne comprends pas bien le point. Simplement, en fait, ma question, c'est finalement, est-ce qu'il y a une certification des auditeurs qui est nécessaire pour qu'un Ah, des auditeur... auditeurs, d'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, par exemple, les gens qui interviennent pour le DIAC Cyberdéfense, donc DGA BPI France, ce sont des PACI, mais on va progressivement étendre, faire plus de volume à d'autres experts sélectionnés pour mener ces diagnostics qui sont finalement relativement basiques. Le but de ce diagnostic, ce sera en effet de vérifier l'atteinte éventuelle du référentiel de maturité cyber de niveau fondamental. Mais ça sera, on va dire, du contrôle, mais on ne sera pas encore dans une certification. Comme je l'ai dit, ça va se faire progressivement pour la partie BITD. S'agissant de NIS 2, il y aura donc une certification, et ça, je ne sais pas quels seront les critères de sélection des auditeurs. Ce sera l'ANSSI en fait qui le décidera. Il y aura probablement des critères, mais j'imagine que si vous êtes voilà, auditeur déjà 27001, etc., que vous serez très probablement éligible. Mais ça, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ça se met progressivement en place. Et l'ANSSI, je pense, doit être en relation peut-être avec déjà des groupements d'auditeurs ou autres pour définir les critères qui permettront à un auditeur d'être certificateur. Voilà. C'est juste pour préciser, Monsieur Carméan, c'est BPI France qui valide les auditeurs qui sont en capacité de faire ce diagnostic, ou c'est l'ANSSI qui les valide, ou c'est vous, le DGA, qui les validez? Vous savez quel est le Alors, il y a process plusieurs choses. Là, ce que je venais de dire, c'est par rapport à NIS 2. Donc ça, c'est vraiment l'ANSSI qui est pour la transposition de la directive européenne. C'est l'ANSSI qui est à la manœuvre. Alors bien sûr, en concertation avec les ministères, on échange avec l'ANSSI. Et donc, s'agissant des obligations réglementaires et quand on sera vraiment dans une logique de conformité, ça sera des règles ANSSI. Et je ne sais pas les règles qui vont édicter pour les auditeurs. Mais encore une fois, j'imagine que si vous êtes déjà vous-même auditeur ISO 27001 ou 2, etc., j'imagine que ça doit rentrer dans le cadre. Pour ce diagnostic, c'est autre chose. Ça, c'est un dispositif DGA opéré par BPI France. Jusqu'à présent, ce n'était que des auditeurs donc PACI, en fait, donc agréés ANSSI.
Mais à terme, dans le nouveau dispositif, puisqu'on veut faire plus de volume, on va ouvrir à plus d'auditeurs et d'experts qui seront voilà, sélectionnés selon des critères BPI France, parce qu'ils ont un vivier en fait d'experts qu'ils connaissent déjà bien, les auditeurs étant évalués régulièrement pour s'assurer que voilà, qu'ils effectuent bien les tâches qui leur sont demandées. Et encore une fois, là, on est vraiment dans un dispositif qui est bien conçu, mais qui est vraiment une première marche, et qui, à la fin, il n'y a pas de délivrance d'un label ou d'un certificat. Le but, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise pour dans son évaluation et dans la mise en œuvre de son plan de remédiation. Voilà. Parfait. Merci pour cette précision. On a une autre main levée et ensuite on enchaînera. Donc, je vais activer le micro de monsieur Philippe Froissant. Très bien. Vous avez la parole. Je vous Est-ce que vous écoute. m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Oui. Oui, donc moi je suis un ancien ingénieur militaire, donc j'ai une formation d'architecte cyber puisque j'ai terminé ma carrière à DJI. Je voulais savoir quelle était la démarche pour devenir auditeur certifié. Voilà, Est-ce qu'il y a déjà, en fait, il y a une démarche pour dire si moi je veux développer des prestations pour Oui, devenir bah, auditeur, et alors, à qui je dois m'adresser? c'est pas mon rôle, hein. Moi, aujourd'hui, je m'adresse aux PME qui veulent se sécuriser, mais en tout cas, je peux quand même répondre à ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez être un PASI, donc agréé par l'ANSSI, bah, vous allez voir sur le site de l'ANSSI, hein, il y a une démarche, il y a des démarches à effectuer, des règles à respecter, etc., pour être reconnu par l'ANSSI. Après, il y a d'autres labels qui existent, plus ou moins, on va dire, solides. Celui de l'ANSSI, bien sûr, est très fort, mais peut-être pas accessible, je ne me rends pas compte, ça dépend de votre taille. Et, et puis après, il y a en effet tout ce qui est normes, enfin, par rapport aux normes ISO, etc. Donc ça, je vous invite aussi à vous rapprocher peut-être d'autres auditeurs, d'autres collègues, parce que c'est plus leur métier. Moi, je connais bien les auditeurs agréés par l'ANSSI. Donc voilà, allez voir sur le site de l'ANSSI et vous verrez si vous remplissez les critères. Et alors après, une précision, parce qu'en effet, on parle de la BITD. Parfois, il y a la nécessité d'être habilité. C'est-à-dire pour auditer une entreprise qui a des contrats défense, enfin secret défense, bah là, il faut que l'auditeur soit habilité. Donc, quand on dit par exemple PASI LPM, c'est des auditeurs en effet qui sont à même de mener des audits sur des entreprises de la BITD qui détiennent des contrats classifiés, etc. Par exemple, ou des systèmes d'information classifiés. Là, c'est un peu particulier. C'est une démarche de plus, mais ça ne concerne pas du tout toutes les entreprises. La plupart des entreprises n'ont pas de système d'information classifié, donc ce n'est pas une nécessité pour tous. Oui. En fait, le besoin aujourd'hui, c'est travaille beaucoup en fait dans le domaine de l'innovation avec le pôle SCS. Donc en fait, ça concerne beaucoup des petites entreprises, des startups. Et en fait, ils Oui. sont un peu effectivement très éloignés. Donc voilà, moi je suis moi-même une start-up. Hein, je travaille pour l'instant, je travaille seul. Donc en fait, c'est la difficulté, c'est de rentrer dans une démarche et de se faire connaître et se faire connaître. Voilà, ses compétences pour aider plutôt les petites entreprises. Parce que Oui, bah, aujourd'hui, c'est bien notre objectif là, hein. Là, moi, je m'adresse vraiment en effet aux petites entreprises. Déjà pour débrouiller, on va dire, tout cet écheveau de réglementation, il faut reconnaître qu'on se met à la place 2 secondes, à la place des entrepreneurs, des patrons de PME, etc. C'est très compliqué de s'y retrouver. Quand on regarde l'ensemble des normes qui concernent à la fois la sûreté, parce qu'on s'occupe aussi de ça dans mon équipe, la cybersécurité, etc., c'est voilà, compliqué. C'est aussi pour ça qu'on est là pour donner un peu de la clarté des repères, pour dire ce qui est voilà, conseillé, ce qui va être obligatoire à terme, et donc et ce qu'on propose aussi comme accompagnement. Et pour les auditeurs, comme j'ai dit, donc d'une part, on peut être audité par l'ANSSI donc pour devenir PASI, mais je dirais aussi, probablement, je ne sais pas comment vous pouvez contacter BPI France pour ça, mais comme ils sélectionnent des experts, j'imagine que peut-être via leur site ou autre, bah, si vous voulez être recensé dans le vivier, bah, n'hésitez pas à vous faire connaître, parce qu'il va y avoir de la demande, puisque la DGE aussi s'y met avec le plan, encore une fois, cyber PME, et qui va concerner toute l'industrie. Donc nous, on a une focale vraiment industrie de défense, industrie duale, mais il y a aussi tout le plan pour le reste de l'industrie. Donc les besoins pour les éditeurs vont être croissants, donc il va y avoir beaucoup de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître. Voilà. Peut-être que je vais terminer rapidement, de toute façon.
Et puis Oui, on ensuite, va on pourra terminer. On a une petite question qui suivra, mais terminer, effectivement, terminer ça. voilà, On de toute prendra la. façon, on est vraiment à la fin de la présentation et après, voilà, je pourrais revenir sur tel ou tel point. Voilà, je disais tout à l'heure que sur la remédiation, j'avais dit que c'était vert, c'était une sorte de faux satisfecit parce que, en fait, voilà, c'est plutôt orange parce que concrètement, oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais d'une part, c'est pas évident de donner, enfin pour les entreprises de s'y retrouver, d'où le besoin de communiquer, de sensibiliser, et donner de la lisibilité. Je donne l'exemple l'autre jour, il y a quelques mois, cet été, j'apprends que l'ANSSI lançait un dispositif qui s'appelait Mon Aide Cyber, aussi à destination des petites entreprises. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même chose? Alors non, Mon Aide Cyber, c'est une plateforme de mise en relation donc de petites entreprises très éloignées de tout ça et de ce qu'on va appeler des aidants cyber. Alors, je crois que ça va être en cours de déploiement en 2024, mais on est vraiment dans une toute première marche. Vraiment, c'est les aidants cyber, c'est des experts au sein de l'État ou des régions ou autres qui peuvent consacrer quelques heures, je dirais un peu de manière voilà, bénévole pour voilà, aider l'entreprise pour son auto-évaluation, à ce qu'elle comprenne un petit peu ce qu'il attend. Mais c'est moins approfondi que par exemple le diagnostic cyber. Et donc, ce qu'il faut retenir pour une PME de la BITD, c'est qu'il faut viser le niveau fondamental. Donc, première étape, en fait, c'est aller le chercher donc sur le portail de l'armement, se familiariser. Si vous ne l'avez pas déjà reçu d'ailleurs par votre MOI, maître d'œuvre industriel référent, euh, commencez votre auto-évaluation, voyez où vous en êtes. Et ensuite, vous pouvez engager les démarches. Donc, j'ai parlé du dispositif Diag Cyber, donc avec BPI. Vous avez l'adresse fonctionnelle, mais il y a aussi tout un tas de dispositifs en région qui sont proposés. Donc, il faut aussi bien se renseigner. Il y a des régions qui sont assez à la pointe avec des plateformes en ligne, avec aussi des subventions. Donc, ne pas hésiter. Mais si vous êtes une entreprise duale avec des contrats à défense directs ou indirects, si vous engagez une démarche et que ce n'est pas via le Diag Cyber, je vous invite vraiment en fait à indiquer à l'auditeur qui vous accompagnera, à lui donner ce référentiel en disant le but, c'est d'atteindre le niveau fondamental sur les 21 exigences pour se préparer après aux exigences réglementaires de NIS 2. Tout ça pour vous éviter en fait de vous lancer dans une démarche qui serait utile, mais qui vous donne pas la réponse à la question de est-ce que vous atteignez ce niveau fondamental. Très important d'avoir en tête. C'est pour ça que vraiment, voilà, prenez connaissance de ces exigences. C'est important. Et c'est pas si compliqué. Il y a 21 exigences. Vous allez le lire en un quart d'heure et vous verrez assez vite votre niveau d'atteinte. Je vous informe aussi qu'on lance une démarche parallèle sur la sûreté, là qui sera vraiment pour conseiller ceux qui souhaitent avancer aussi sur leur maturité en termes de sûreté, donc plutôt sûreté physique et des infrastructures, pardon. Les deux démarches étant bien sûr à la fois parallèles et un peu connexes. Mais donc voilà, remédiation, pourquoi aussi c'était orange? Donc d'une part parce qu'il y avait ce foisonnement et qui n'est pas toujours clair pour les entreprises, parce que aussi finalement en fait les besoins restent très importants. Je vous ai dit qu'on a ce Diag Cyber qui en fait a commencé depuis 2020 et les volumes sont croissants, mais en fait sont encore assez faibles. Nous aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises qui ont réalisé un diagnostic complet donc de phase 1 et en fait seulement quelques dizaines à peine qui ont accompli la phase 2. Alors pourquoi ils ne sont pas allés au bout de la phase 2? Peut-être parce que certaines en fait après sont devenues autonomes, d'autres n'avaient pas compris qu'il fallait en effet demander une deuxième phase, etc. Et donc, je dirais, c'est positif, c'est en croissance, mais il y a beaucoup à faire encore. Et c'est aussi pour ça que c'est fort de ce constat que au sein de la direction de l'industrie de défense, donc le service auquel j'appartiens, on a décidé de créer en fait, il y a une réorganisation, je vous épargne toute cette réforme administrative, mais pour dire qu'il y a vraiment maintenant un service de la sécurité économique, la sous-direction que je pilote, qui s'appelle la sous-direction protection et résilience des entreprises, avec vraiment un bureau dédié aux questions de cybersécurisation et de sécurisation physique. Vraiment une équipe qui est là pour faire le lien avec BPI, mais aussi pour accompagner en direct, pour conseiller, pour orienter, et pour faire en sorte qu'un maximum d'entreprises soient couvertes, et non pas juste voilà, quelques dizaines. Le but pour nous, c'est de couvrir les 4-5 000 entreprises de la BITD, à commencer par les 1000 sous-traitants qu'on considère les plus critiques pour la base industrielle et technologique de défense. Et tout ça en renforçant notre collaboration, bien sûr, avec les acteurs que vous connaissez peut-être déjà de la DGA, donc SSDI, et aussi les services de renseignement, en premier lieu, la DRSD, en alignant nos messages, nos pratiques, pour éviter de dilapider de la ressource. Et aussi en engageant cette démarche parallèle sur le volet sûreté qu'on oublie parfois, mais le risque de sabotage et d'espionnage est quand même assez élevé par les temps qui courent. Et donc là aussi, je vous invite, si vous faites une démarche
si vous rentrez dans cette logique de d'évaluation des risques, la cyber, bien sûr, très important, mais la sûreté, c'est aussi important. Vous posez la question de savoir si chez vous, on rentre comme dans un moulin, est-ce que vous êtes bien prémuni contre ces risques d'intrusion, d'incendie, etc. Il faut savoir que nous, je dirais, tous les mois, on a plusieurs cas en fait d'entreprises avec du sabotage, de l'intrusion et des incendies à l'origine, avec des origines suspectes. Voilà, tout ça, donc c'est pas des risques qui sont abstraits, c'est des risques très concrets. Et donc voilà, mettez-y vous et on est là aussi pour vous conseiller. Et maintenant, bien sûr, je suis encore disponible quelques minutes pour répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup, Monsieur Cavaillant, c'est très clair. Je vois qu'on a des questions. En tout cas, on a Oui. une question qui est très précise. Donc, bonjour, nous sommes une PME. Alors, on ne sait pas quelle est la taille de la PME, mais peut-être la personne peut le préciser, qui a des contrats avec l'armée pour la vente de dispositifs de plongée. Oui. Je n'ai pas trouvé notre activité dans les annexes de Nice 2. Comment savoir à quel niveau d'exigence nous sommes ou serons soumis? Merci pour votre aide. Donc, il y a peut-être plusieurs questions dans la question. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Alors, les négociations sont en cours, plutôt la concertation entre l'ANSSI et les ministères sont en cours sur le périmètre. Donc, c'est normal de ne pas le savoir parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore définitif. Pour nous, on a considéré que toute la BITD était soit importante, soit essentielle, quasiment toutes. Donc, pour votre activité en pratique, je ne peux pas répondre de manière précise, mais le cas échéant, je dirais, il ne faudra pas hésiter aussi à nous contacter via l'adresse fonctionnelle que j'ai indiquée tout à l'heure et à suivre en tout cas de très près ce qui sera probablement publié courant 2024, premier trimestre, je pense, sur le site de l'ANSSI. Et donc, en fonction de ça, vous verrez. Mais je dirais il y a de très très fortes probabilités que vous soyez soit l'un, soit l'autre. Lequel des deux, ça, je ne peux pas vous dire. Ça dépend vraiment de l'activité précise. Mais je dirais même si vous êtes entre guillemets que importante, ça sera quand même déjà une marge de plus par rapport au niveau fondamental. Maintenant, si vous êtes vraiment une petite entreprise, parce que voilà, Nice 2, ça sera à partir, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est à partir de 50 salariés quand même. C'est 50 salariés et Voilà, plus c'est d'1 ça. million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça concerne beaucoup, mais ça ne concerne pas tout le monde. Et donc, si vous êtes en dessous, c'est là aussi où l'intérêt de notre référentiel fondamental qui permet de couvrir ces cas-là, qui sera exigible pour tout le monde. Mais à ce moment-là, vous ne serez pas concerné si vous êtes moins de 50 salariés par NIS 2, en tout cas pas concerné dans un premier temps. Voilà. Mais finalement, donc il y a un complément, hein, comme on a d'autres questions qui suivent pour monsieur, la personne qui a posé cette question, c'est est-ce que les contacts gouvernementaux que nous pouvons avoir nous notifieront? Il y a des chances quand même, non? Qu'à un moment donné, les gens avec qui cette entreprise est en contact sur ce sujet notifient ou alors pas? ça, pareil, c'est pas évident parce qu'en fait, vous voyez, c'est plusieurs milliers d'entreprises et avec plein d'activités différentes. Je suis pas sûr qu'on fasse une communication individualisée pour dire vous êtes importante ou essentielle. Disons que je sais pas ce que l'ANSSI a prévu. Je comprends que ça pourrait être en effet très utile pour les entreprises. Donc là, je peux pas le promettre aujourd'hui, mais nous, en tout cas, c'est vrai que c'est une question que je prends pour moi en me disant que quand tout ça sera stabilisé, on aura intérêt à communiquer en tout cas de la manière la plus claire possible, peut-être pas de manière individualisée, mais au moins de manière, je dirais, assez large en donnant le maximum de détails. Donc ça, je prends le point et je dirais à mes équipes en effet de préparer cette communication. Je pense que c'est important. L'ANSSI probablement aussi le fera. Mais je dirais, donc, sans être, veillez aussi vous-même sur le site ça sert à rien de veiller tous les jours, c'est ça que je voulais dire, mais vous pouvez aussi régulièrement vous informer sur le site de l'ANSSI. Je dis ça sert à rien là, de le faire trop vite parce que tout ça est encore en cours de concertation, mais je dirais à mon avis, au tournant du deuxième trimestre, je pense qu'il y aura plus d'informations. Et nous aussi, probablement qu'on communiquera de manière globale vers la BITD. Peut-être pas de manière individuelle parce que ça va être quand même compliqué. Mais le but, c'est que cette communication globale soit la plus claire, précise pour que vous sachiez où vous situez. Bon, déjà, par rapport à la taille, ce sera simple. Par rapport au domaine, on aura probablement des listes assez bien réparties entre les différentes activités d'entreprises importantes ou entreprises essentielles.
Bon, la société en question est une société un peu plus grande que 50 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais il y a une autre question qui était, et j'ai encore 2 personnes qui ont des questions, mais là, Oui, il y avait une question pour repartager l'adresse mail de contact. Donc peut-être Aldric, si tu oui. es connecté, tu peux Ah, la mais- mettre, ou si je vous la pouvez remets là, elle est là, l'afficher, hein. s'il vous plaît. Oui. Et si Aldric, tu peux la poster en réponse à la question, comme ça tout le monde pourra la voir. Et je donne la parole, alors je vois Nazim qui a demandé la parole. Je vous ouvre le micro, Nazim. Une seconde. Vous pouvez normalement ouvrir votre micro. Nazim Lalou. Ah, mince. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, Monsieur Cavaillant, merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais 2 questions assez rapides. Vous avez parlé du dispositif sûreté qui m'intéresse également, enfin, de savoir si il va y avoir un référentiel également qui est positionné sur lequel les sociétés devront avoir les informations pour atteindre un niveau minimal ou pas, tout comme Alors, c'est ouais. aujourd'hui pour la cyber. Oui, là, je peux vous répondre. Donc, la démarche donc, est parallèle, mais elle a été lancée un peu plus tard parce que pour la convention cyber, en fait, date de fin 2019, la prise de conscience avec la pandémie notamment. C'est vraiment la pandémie où il y a eu vraiment un surcroît d'attaques très important. Et donc, la ministre des Armées s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose au niveau de l'ensemble de la BITD. Convention cyber, donc, on va dire fin 2019, début 2020. Et puis après, on a lancé notre diagnostic fin 2020, ce petit produit subventionné. Et depuis la guerre en Ukraine, a été lancée une démarche parallèle sur la sécurisation des sites. Mais alors, je dirais, c'est vraiment parallèle et analogue, avec petite nuance, c'est que dans un premier temps, c'est tout de même, on va dire, moins exigible, au sens où on conseille les entreprises, il va y avoir un référentiel de sûreté. Ce référentiel de sûreté, nous, on l'a validé très récemment, donc il va être publié, je pense, tout début l'année prochaine sur le portail de l'armement, donc ça sera à peu près à la même adresse que celle qui vous a été indiquée tout à l'heure. Ce qu'on invite, c'est tout le monde, c'est voilà, pareil, procéder à cette auto-évaluation. Certains sous-traitants seront contactés directement par les maîtres d'œuvre, notamment s'ils sont considérés comme particulièrement critiques à la chaîne de valeur, parce que pour le coup, là, on considère qu'il faut faire un effort. Et donc là, ce sera dans une logique très partenariale avec le MOI. Il pourrait y avoir aussi des visites conseils de la DRSD, notamment si vous rentrez dans les cadres comme entreprises, ce qu'on appelle les entreprises à protéger prioritairement. Mais ça ne sera pas, du moins dans un premier temps, exigible au titre des clauses contractuelles ou du réglementaire, parce que c'est voilà, un peu plus compliqué. Mais pareil, ce référentiel, on l'a conçu pour être assez simple et accessible. Il y a encore moins d'exigences que le référentiel cyber. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une logique plutôt incitative. Donc, renseignez-vous, allez voir sur ce portail de l'armement, je dirais, dans les prochaines semaines. Il y aura aussi une communication. Peut-être que vous serez contacté directement par votre MOI pour avoir cet accompagnement un peu plus personnalisé. Mais sinon, vous avez tout intérêt à le faire. Mais c'est voilà, un degré, un cran en dessous par rapport en termes d'exigence. Voilà, on n'est pas encore dans le réglementaire ou dans le contractuel. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure des dispositifs qui peuvent être positionnés, notamment celui de la BPI, et que les régions peuvent également proposer des dispositifs d'aide. Là, en Oui. l'occurrence, il faut s'informer auprès de la région ou auprès de la DGA régionale. Bah, les deux, parce que normalement, le correspondant en région est censé être voilà, bien informé. Il y a toutes les régions, non, c'est pas au même niveau, hein, mais il y en a qui ont vraiment des dispositifs qui sont assez avancés. Il faut se renseigner sur les subventions. Voilà, le correspondant peut être informé. Je dirais, en fait, ça peut dépendre de la bande passante. Le diag cyber, c'est très bien. Si jamais il y a un peu d'attente et que par ailleurs il y a la disponibilité en région, bah, c'est là où vous pouvez arbitrer. En tous les cas, en veillant bien à demander ce contrôle un peu de conformité par rapport au référentiel de maturité cyber. Et Merci nous, en beaucoup. fait, on va essayer. L'équipe, moi, vient d'arriver, hein, et pareil, je suis arrivé assez récemment. Donc, notre but aussi, ça va être de rassembler toutes ces informations, de les mettre aussi à disposition du plus grand nombre, pour que les uns et les autres vous puissiez en fait
voilà, vous repérer dans tous ces dispositifs et choisir le plus à même de vous accompagner, de vous servir. Donc ça, voilà, on le met progressivement en place. Mais je pense qu'aussi que d'ici voilà, quelques semaines, en ligne, pareil, vous pourrez trouver le maximum d'informations à la même adresse ou en tout cas une adresse qui sera très voisine. Merci pour vos réponses. Je vous remercie. On avait une autre question, un petit instant. Oui. J'ai une main levée, c'est Monsieur Marc Benoît. Je vais vous ouvrir le micro, vous pourrez donc prendre la parole. Monsieur Benoît. Bonjour Monsieur Carverian, Marc Benoît, Société VSM, PME de simulation basée à Istres. Ma question est rapide. Est-ce que le niveau fondamental, voire basique, est essentiel pour accéder aux projets d'innovation type rapide, au contrat de formation avec les forces armées françaises? Oui, voilà, ma réponse est rapide aussi. Comment, et vous dites de 2024, début 2024, ça va être dans une partie des clauses. Comment les PME qui vont accéder aux projets rapides vont être accompagnées à ce niveau? Est-ce que c'est une démarche de VSM toute seule ou est-ce qu'une personne de la DRSD ou de sous-direction des PME va aider VSM dans ce sens-là? Alors, je reprécise les choses. Déjà, en effet, ça va être progressivement inscrit dans les clauses contractuelles, donc soit directement si vous avez un contrat direct, ou soit via les maîtres d'œuvre industriels. Donc ça va se faire courant 2024. Donc vous ne le voyez pas forcément maintenant, mais ça va venir. Donc encore une fois, autant l'anticiper. Ensuite, sur l'accompagnement, il y a pour l'instant ce dispositif voilà, DIAC Cyberdéfense que je vous recommande. En fait, c'est subventionné, c'est déjà bien. Donc c'est un peu ce qu'on peut faire. On a cette adresse fonctionnelle sur laquelle aussi on peut répondre à un certain nombre de questions. Et après, c'est aussi quelque chose que vous devez, je dirais, prendre en main vous-même. C'est important de comprendre l'importance de la démarche et de vous l'approprier en fait aussi. Donc on a ces dispositifs-là, mais ça ne remplacera jamais en fait l'appropriation par les dirigeants et par les employés de la démarche de sécurisation. Merci beaucoup, Monsieur Carverian. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit une main levée, soit une question via le module questions pour Monsieur Carverian? Profitez-en. Oui. Nous avons jusqu'à midi. Pas forcément. Bon, je pense qu'on a couvert quand même Quand beaucoup même d'aspects. L'expérience, c'est que bon, les choses se mettent en place petit à petit. J'ai souvenir l'année passée, l'année passée, 22 déjà, lors du PME DGA Tour qu'on avait fait à Toulon avec les services, les différents services de la DGA, qu'on en avait déjà parlé, bien évidemment, que ça a été introduit et que finalement ça s'est accéléré maintenant. Hein, Oui. C'est cette année que ça a commencé à maturer aussi à votre niveau pour savoir les niveaux d'exigence minimum et vers qui. Et donc, c'est pas encore tout à fait, à part le référentiel qui est publié, celui-là il est officiel, mais la mise en place finalement, c'est peut-être plutôt début 24 dans ce cas-là. Et c'est vrai que il faut. Alors en fait, ça commence, je dirais, dès cette fin d'année. Mais en fait, il y a deux raisons. Il y a d'une part que pour passer dans les clauses contractuelles, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, donc ça se fait de manière progressive. Et aussi parce que, comme vous l'avez bien compris, la démarche, on l'a pensée pour être progressive. De dire, ouais, au début, c'était du conseil, de l'incitation, du contractuel ensuite, et parce qu'on va vers le réglementaire. Donc voilà, cette progressivité, elle est pensée. Maintenant, il y a aussi eu un peu non pas de retard à l'allumage, mais disons que ce que j'ai compris, moi je suis arrivé assez récemment, mais ça a été assez compliqué en fait que les MOI et la DGA puissent trouver un référentiel, on va dire, commun. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps à le publier, donc je pense qu'on en a beaucoup parlé avant. Et si aussi on a eu des volumes assez faibles pour le DIAC Cyber au début, peut-être parce que les entreprises se disaient bon, on verra plus tard. Donc maintenant on est plus tard, et donc c'est maintenant. Et demain il y a le réglementaire, donc il n'y a plus le choix. Et je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de demandes dans les prochains mois.
Mais c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, non pas du flottement, mais au début, voilà, c'était un peu une démarche inédite en fait de rassembler industriels et États dans la même convention cyber, de mener cette réflexion commune, de se mettre d'accord sur ces règles-là. Donc je pense que ça a été un petit peu lent au début et maintenant là, ça s'est accéléré avec, avec la publication, ensuite les clauses contractuelles et puis voilà, NIS 2 qui va arriver, la démarche parallèle sur le référentiel de sûreté. Donc il y a en effet une accélération après un temps un peu de maturation, on va dire, qui a pris, voilà, qui a pris 2 ans. Parfait. On n'a plus beaucoup de temps. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que vous savez répondre rapidement à cette question? Quel est le calendrier de mise en place pour les niveaux supérieurs? Parce que là, on parle du fondamental, enfin, du Alors, socle. les niveaux supérieurs, en fait, ça sera NIS 2, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, et donc, ça sera a priori en même temps que NIS 2. Et donc, NIS 2 transposé octobre 24, avec probablement un délai d'application que je ne connais pas, mais que j'imagine de l'ordre de 18 mois. Donc, on peut imaginer voilà, que fin 25, à mon avis, au plus tard, il faudra avoir au moins atteint le niveau du dessus, quoi. D'accord. OK. Une dernière question. Est-ce possible pour une entreprise confiante dans son système, donc SI, j'imagine, de passer un diagnostic pour le niveau basique ou avancé pour éviter de payer un diagnostic à chaque étape? Alors, dans un premier temps, en effet, ce qui est demandé, c'est une auto-évaluation par rapport à ce référentiel. Donc, si vous vous estimez, en fait, déjà, je dirais, relativement mûr, avec déjà, par exemple, un responsable cyber ou autre, et que vous avez peut-être un prestataire aussi de confiance. C'est bien d'avoir les prestataires, mais il faut s'assurer que c'est de confiance. Vous pouvez très bien commencer vous-même avec une auto-évaluation. Vous voyez à quel niveau vous en êtes. Et si vous êtes à un bon niveau, vous comblez les lacunes avec un plan de remédiation. Et pourquoi pas être autonome. Et ensuite, vous faire accompagner par la marche suivante, entreprise importante ou entreprise essentielle, qui sera peut-être plus difficile. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais là, pour le coup, c'est un peu à vous de sentir en fonction de votre maturité, votre degré de connaissance et de compréhension de ces sujets. Très bien. Il y a une dernière question. Alors, attendez. J'ouvre le micro de Nazim. Rapidement, Nazim, si vous pouvez, pour qu'on reste dans le timing. Oui. Alors, s'il vous plaît, une dernière question très rapide. Donc, lorsqu'on est en auto-évaluation et qu'on génère donc possiblement un plan de remédiation, comment on peut être sûr que ce plan de remédiation tient la route? Il faudrait bien que quelqu'un puisse challenger les mesures correctives qu'on met en place soi-même. Alors, si vous le faites en autonomie, oui, mais à ce moment-là, c'est un peu votre choix. Sachant qu'en fait, il y aura aussi un dialogue avec le MOI. C'est-à-dire que normalement, quand ça passera par les clauses contractuelles, on va vous demander de vous auto-évaluer avec un plan de remédiation et vous pouvez échanger avec le MOI sur ce plan-là, en fait. Donc après, justement, on veut aussi un sorte de principe de subsidiarité. En fait, on peut pas gérer comme ça des milliers de boîtes en bilatéral. Non, Et donc, il y a vraiment ce ruissellement des clauses contractuelles via les MOI et qui permettra ce dialogue. Donc voilà, si vous faites de manière autonome, il y a ce risque-là, mais n'hésitez pas aussi à vous retourner vers le niveau du dessus dans la chaîne. Effectivement, c'était juste dans la possibilité qu'il n'y ait pas spécialement de relation encore et c'était juste dans la bonne gestion et avoir une bonne vision de son espace cyber. Oui, alors vous pouvez aussi être en anticipation. Hein, je veux dire, si vous n'avez pas été contacté et si vous voyez que vous êtes déjà bien en marche, etc. Enfin voilà, ça, vous êtes libre en fait de procéder comme vous voulez. Hein, Mais possiblement, on pourra quand même le challenger avec des personnes qui soient dédiées, soit auprès de l'ANSSI, soit… non, en fait, c'est-à-dire soit vous rentrez dans un dispositif et c'est payant. Enfin, je veux dire, tout ça a forcément un coût. Après, s'il y a une question peut-être assez simple, etc., via l'adresse fonctionnelle, vous pouvez aussi poser des questions, mais après, on ne pourra pas répondre. Vous voyez, imagine s'il y a 1000 boîtes qui nous posent des questions sur leur plan de remédiation, ça sera pas possible. Donc, de manière un peu ad hoc, voilà, si vous avez un gros doute, etc., surtout là au début, peut-être c'est encore possible. Mais à terme, soit vous rentrez dans les dispositifs qui sont proposés, soit vous le faites vous-même ou alors en lien avec votre MOI. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, le replay sera disponible, on le mettra en ligne dans quelques jours. Et la présentation également, on la mettra à disposition
des gens qui ont participé à ce webinaire. Merci à tous les participants et merci à vous, Monsieur Kerveillant, pour Je vous en prie. cette intervention. Si vous avez une petite minute, les participants, il y aura un petit questionnaire automatique qui va être généré par le système et qui vous posera quelques questions. Ça nous aide foncièrement à faire mieux. Et même vous pouvez continuer de poser vos questions, ceux qui n'ont pas pu le faire. Et donc, je vous remercie si vous pouvez y consacrer un tout petit peu de temps. Ça nous aide à faire mieux. Merci à tous et bon après-midi et à bientôt. Merci, bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.